Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire 5 actions concrètes pour propulser votre livraison logicielle. Je me présente Lise-André Dupéré, directrice marketing chez GoLogic. C'est un plaisir de vous accueillir à ce premier événement conjoint entre Axify et GoLogic, deux belles entreprises d'ici qui contribuent activement à augmenter la productivité des équipes TI. Vous avez été plus de 125 personnes à vous inscrire. Donc, encore une fois, merci. Puis, on pense que c'est un sujet qui est très pertinent et très d'actualité. Sans plus tarder, je vous présente les deux experts qui vous accompagneront durant votre heure du lunch. Tout d'abord, Jonathan Lessard, président et cofondateur de Nexap et Axify. Capable de rassembler son équipe derrière des objectifs ambitieux, Jonathan cultive une vision orientée sur la qualité des résultats. Depuis plus de 10 ans, il s'implique activement dans le monde du développement logiciel pour aider ses équipes et celles de ses clients à atteindre des performances élites qui ont des impacts organisationnels significatifs. Accompagné par Benjamin Lallemand, conseiller stratégique DevOps et cofondateur de GoLogic. Avec plus de 20 ans d'expérience en TI, Benjamin accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs solutions technologiques et l'amélioration de leur processus de livraison logicielle. La collaboration et l'implication de toutes les parties prenantes sont la base de son approche pour l'atteinte des objectifs d'affaires et la livraison de valeur. Vous l'avez peut-être vu au tout début, on a diffusé un message pour vos questions, mais tout en bas à droite, vous avez des petits carrés. Si vous les ouvrez, vous avez le Q&A. Puis, n'hésitez pas à ajouter vos commentaires et vos questions. Il va y avoir aussi des sondages. On veut que ça soit interactif et agréable. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Jonathan Lessard. Merci, Lise-André, pour l'introduction. Bienvenue tout le monde. C'est avec plaisir que Benjamin et moi, on vous a concocté une présentation très concrète. En fait, je vous présente ici l'agenda d'aujourd'hui. Donc, on va faire une brève introduction d'Axify et de GoLogic. Ensuite de ça, on va jaser un peu des défis des équipes de développement logiciel aujourd'hui. Finalement, on vous a concocté 5 actions concrètes pour propulser votre livraison de valeur que vous voyez ici à l'écran. On va rentrer dans le détail de chacune. Et finalement, on se gardera un temps pour la période de questions. Alors, on y va. Pour commencer, en fait, je vais vous parler de l'entreprise qui est derrière le produit Axify, Nexap, une entreprise de service qui comporte plus de 80 talents, principalement des développeurs logiciels, des designers, des stratèges de produits. La mission de Nexap, c'est de maximiser, d'accélérer les investissements technologiques de ses clients. Donc, on le fait en développant du logiciel sur mesure, clé en main, ou en étant un partenaire de co-développement avec plusieurs entreprises, autant la start-up que la grande entreprise cotée en bourse. Et on a fait ça dans plus de 350 projets technologiques, que ce soit des projets cloud, d'intégration de l'intelligence artificielle. Mais ça nous a amené à réfléchir à une façon, en fait, de communiquer, de rendre visible un peu notre travail, puis notre façon de travailler à apporter de la valeur au marché, ce qui nous a amené à bâtir Axify, un produit SaaS qui permet de mesurer finalement l'ingénierie logicielle, le fameux cycle de développement avec toutes ses étapes. Donc, le but du produit, c'est de s'attaquer aux enjeux de productivité des équipes en vraiment identifiant les goulots d'étranglement. Puis, on va y revenir, mais l'amélioration d'une équipe existante, ça procure des gains importants, dont une capacité peut-être de livrer 2 fois plus rapidement, et ce, en peu de temps. Je passe la parole à Benjamin qui va nous présenter une entreprise qu'on adore travailler avec. Merci Jonathan. Bonjour à tous. Très content de participer à ce webinaire avec Axify et Jonathan. Ça faisait plusieurs fois qu'on en parlait, là, puis là c'est concret, fait que ça va être une heure excitante. Donc GoLogic, Innovation Conseil, c'est quoi? C'est une entreprise de développement et de services conseils dans le monde du DevOps. On est 50 experts dédiés à l'optimisation de vos pratiques de livraison logicielle. On a 3 volets stratégiques pour vous accompagner. On a les bilans de maturité DevOps, donc des analyses concrètes sur votre processus de livraison, des experts de services conseils, aussi bien du développement, de l'automatisation, des experts cloud, des SRE, tout ce qui concerne dans le fond le processus de livraison logicielle, et enfin des formations sur mesure, des ateliers pratiques pour vous accompagner.
On est partenaire avec 3 leaders technologiques sur le marché québécois qui sont GitHub, Microsoft et AWS qui nous aident à propulser nos services grâce à leurs outils. Alors, pourquoi ce webinaire avec Axify et GoLogic? Quand on s'est rencontrés avec Jonathan, on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux un objectif commun professionnellement, c'était de propulser les livraisons logicielles chez nos clients et nos partenaires. Donc, nous sommes 2 entreprises canadiennes œuvrant sur le marché canadien et ayant pour à cœur de voir les entreprises être plus productives et d'effectuer des livraisons de manière efficace et fiable. On a décidé donc d'allier ce webinaire à la fois avec des experts et des outils pour vous démontrer la valeur ajoutée au niveau de vos entreprises, comment ces deux expertises-là peuvent s'améliorer ensemble. Donc, notre objectif, c'est d'amener les entreprises à augmenter leur productivité, à apporter plus de valeur et plus rapidement sur le marché. L'impact doit être visible et démontrable avec des données claires et fiables. Donc, passons dans le vif du sujet. On a décidé de rendre ce webinaire un petit peu plus interactif. Donc, on va vous proposer des sondages tout au long de cette présentation. Donc, commençons tout de suite par un sondage. Quel est votre principal enjeu en matière de productivité logicielle aujourd'hui? Donc, vous pouvez, comme vous l'expliquez, Lise-André, vous pouvez aller voir dans l'onglet sondage de votre navigateur. On vous laisse un petit 20 secondes pour répondre au sondage, puis nous, on va commenter dans le fond les réponses et voir un peu ce qui rentre. Puis au fur et à mesure, vous pourrez continuer de poser vos questions et de répondre à ce sondage. Ah, c'est intéressant, Jonathan, on commence à avoir des réponses. Oui, ben ouais, il y en a 2 qui sortent plus du lot. Donc, on voit les 2 premiers, cycle de développement trop long et manque de visibilité sur la performance des équipes. Donc, je pense que vous êtes arrivé dans le bon webinaire pour discuter de ça. C'est sûr que le manque de visibilité sur la performance est un des enjeux dont on va pouvoir discuter tout au long du webinaire. Oui, puis c'est côte à côte, il y a autant de votes, autant pour le cycle de développement trop long. Puis on va vous présenter justement un exemple concret de vouloir réduire ce cycle de développement qui est trop long. Lançons-nous. Dans le fond, je vous présente ici une entreprise fictive qu'on a créée, l'entreprise GoNext, qui, disons, rêve de croissance et d'efficience, mais ce qui la bloque, c'est des délais et des débordements dans ses projets TI. Elle a essayé beaucoup de choses, mise en place de pratiques d'agilité, il y a des coachs agiles, on a implanté Safe, les équipes travaillent en Scrum, il y en a d'autres qui travaillent en Kanban. Puis finalement, on applique certaines pratiques DevOps, certaines équipes maîtrisent bien le CI/CD et leurs déploiements sont parfaitement automatisés. Il y en a qui ont touché un peu à l'infra as code. Puis, dans l'heure du moment, on ne veut surtout pas passer à côté de l'opportunité d'augmenter notre productivité avec des assistants de codage comme GitHub Copilot. Donc, l'entreprise GoNext n'y passe pas à côté. Elle aussi a implanté ça. Mais finalement, avec toutes ces initiatives, elle a de la misère à avoir l'impact puis justifier ces investissements-là. Est-ce qu'on est vraiment plus productif? Puis est-ce qu'on livre plus de valeur? La solution, c'est 5 actions concrètes qu'on vous propose aujourd'hui pour propulser la livraison de valeur. L'ultime but, c'est d'atteindre des équipes qui performent, des livrables qui sont plus prévisibles, puis ultimement des délais de livraison qui vont être coupés de moitié. Fait qu'on va vouloir faire des clins d'œil à Martin, notre CTO de GoNext, tout au long de la présentation pour rendre ça très tangible et plus concret. Donc, je me lance avec la première action qui fit très bien avec l'enjeu qui a été un des plus populaires, qui est la manque de visibilité. Donc, on va vouloir mesurer votre cycle de développement. Mesurer le cycle de développement, ça pourrait prendre plusieurs formats, puis il existe plusieurs façons, plusieurs métriques. Vous utilisez plusieurs outils. Mais l'idée, c'est de trouver quelque chose qui est compris et connu universellement. Puis, un bon exemple que je peux vous partager, c'est avec notre client de la BDC, Jean-Sébastien Charest, le CIO. Lui a tout de suite vu l'importance que l'organisation adopte une mesure clé qui est le temps de livraison, finalement. Le temps que ça prend
pour amener une idée jusqu'en production. Ici, on peut voir une chaîne de valeur avec les principales étapes de livraison, donc de la planification, à l'attente du développement, passant en développement jusqu'au post-développement. On peut voir qu'il y a différents délais et temps pour chacune de ces étapes-là. La première étape, puis l'élément clé, ça va être de le comprendre, ce cycle-là, puis de connaître ultimement le temps que ça prend, comme dans l'exemple qu'on voit ici, 183 jours. Une fois qu'on comprend ça, c'est certain qu'il y a d'autres mesures. Vous usez probablement toutes ces plateformes-là ou quelques-unes d'entre elles ici. On va pouvoir creuser plus loin que la mesure du temps de livraison lorsqu'on va maîtriser celle-ci. Mais je dirais là que l'important, c'est de commencer avec une qui est connue, qui est maîtrisée et qui va parler à pas juste les développeurs, mais le reste de l'organisation. Et puis, Jonathan, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de données dans ces outils-là. On extrait énormément de données. Effectivement, il y a beaucoup de données, beaucoup de rapports qui sont disponibles. Puis souvent, en fait, ils vont être spécialisés dans ce que l'outil fait. Puis là, ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est Axify qui va être capable de se connecter à toutes ces sources-là, puis d'aller chercher, en fait, l'essentiel, puis de vulgariser ça comme le tableau que vous avez vu précédemment. Donc, si on prend l'entreprise GoNext avec l'action numéro 1, elle a choisi ce qu'on lui recommande, le temps de mesurer son temps de livraison. Elle arrive avec la conclusion que son temps est de 6 mois. Fait que le fameux délai là, de mise en marché, de passer de l'idée jusqu'à la mise en production, il est quand même assez long. Puis, en fait, son objectif, ça va être de réduire ça à 3 mois, donc de moitié. Ce qu'il faut retenir ici, pour la première action, c'est que quand on se mesure, on s'améliore, puis Todd Drucker l'a dit, on ne peut pas déterminer l'amélioration si on ne sait pas de où on part. Donc, il faut prendre une photo de la phase initiale et ensuite, on pourra jaser d'amélioration. Dans ce cas-ci, on a vu qu'en prenant la photo, ça nous prenait 6 mois. Puis, on s'est dit, on est ambitieux, on va réduire ça de moitié. Excellent. Action 2. Évaluer la productivité de vos équipes. Donc là, on a établi une mesure. Maintenant, on veut pouvoir évaluer avec cette mesure-là. Comment est-ce qu'on fait? Dans le fond, il faut se fixer des piliers d'évaluation clairs. Avec Jonathan, on en discutait, puis on s'est dit, regardons dans le fond le processus de livraison logicielle et fixons-nous 4 piliers qui correspondent à l'ensemble de livraison. Et qu'on va commencer par le développement et outils. Le développement outils, c'est quoi? C'est se concentrer sur l'automatisation, les environnements technologiques, les outils de développement et de livraison et la robustesse des infrastructures. Donc, tout ce qui concerne la qualité des outils, comment on les adopte et comment on les utilise dans l'entreprise. La deuxième, c'est les façons de travailler. Donc là, on va se concentrer sur le processus, la rapidité, fiabilité avec lequel l'équipe livre du logiciel. Donc, la livraison continue, la variabilité des items dans le travail et la visibilité sur le travail accompli. Le troisième, gestion du produit. Gestion du produit, on se concentre sur la clarté et l'alignement entre les travaux faits par les équipes dans le day-to-day et les objectifs d'affaires et les besoins des utilisateurs. Donc, vraiment s'assurer que la gestion du produit est bien faite. Et enfin, la culture et collaboration. Donc là, on travaille sur comment les équipes travaillent entre elles. Donc, on se concentre sur la qualité de la collaboration au sein de l'équipe, son autonomie et la capacité à s'améliorer de façon continue. Donc, 4 piliers très importants et une standardisation au niveau des travaux. Alors, quand on a un outil qui permet de mesurer ces piliers-là, on se rend compte de l'importance de pouvoir évaluer chaque équipe et d'évaluer sur quel pilier je vais pouvoir effectuer une gestion de changement. Donc, ça va remplacer des rapports fastidieux ou des Power BI, des fichiers Excel un peu partout. J'imagine, dans vos comités de gestion, vous avez des trackings sur où en est telle équipe, où en est tel produit. Mais en fixant des piliers, vous allez pouvoir amener dans vos comités de gestion des codes de couleurs simples, des piliers bien définis et démontrer où les actions peuvent se faire concrètement au niveau de vos équipes de développement. Donc, Jonathan, je pense qu'on voulait faire un exemple avec l'entreprise GoNext. Oui, en fait, comme on peut voir ici,
l'entreprise GoNext va devoir travailler sur le développement et les outils, donc les fameuses automatisations du déploiement et tout. Et finalement, sa gestion de produits, peut-être sa priorisation, le découpage des tâches et tout. Donc, d'un premier coup d'œil, c'était assez clair que, en fait, il y a une faiblesse à ce niveau-là. On voit que l'avant-dernière équipe, elle, par exemple, elle se débrouille quand même bien. Peut-être qu'elle pourra servir d'exemple pour les autres. On va y revenir plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est quand on regarde ces piliers-là puis la productivité des équipes, ben il y a un réel gain à aller améliorer nos équipes existantes. On le sait dans le contexte actuel avec le défi de recrutement, puis juste d'embarquer quelqu'un de plus dans l'équipe, on ajoute de la complexité, un temps d'onboarding. Donc, c'est pas un pour un d'ajouter une personne. On peut le voir avec les études qui sortent à chaque année, dont le State of DevOps que Google est derrière. Les équipes les plus performantes vont livrer jusqu'à 127 fois plus vite que les équipes de basse performance. Donc, on peut voir qu'il y a un réel gain à améliorer la productivité des équipes. Si on veut quelques chiffres pour se mettre en contexte, ben, si prenons un Amazon ou un Airbnb, ben, ça va représenter plus de 125 000 déploiements par jour, ce qui est énorme. Donc, vous pouvez voir un peu là, le gap entre une équipe qui va livrer peu de fois ou qui va livrer une fois par année, 2 fois par année en production, versus une qui va livrer plusieurs fois par jour. La valeur qui va être rendue dans les mains de l'utilisateur va être touchée beaucoup plus rapidement. Ce qu'il faut retenir, en fait, de cette action, c'est que ben, finalement, oui, la vitesse, c'est une chose, mais l'alignement, ça donne vraiment le cap. Donc, d'être capable d'avoir des mesures claires qu'on peut partager en comité de direction, puis d'avoir une constance, finalement, là, ça va tracer le chemin de la performance parce que c'est bien beau d'aller vite une fois, mais ce qu'on veut, en fait, c'est avoir un rythme soutenu, une bonne cadence pour être capable de toujours s'améliorer, puis que ça représente un investissement, finalement, de s'améliorer. Je t'invite, Benjamin, à nous parler de l'action 3. Et oui, l'action 3, donc on définit la mesure, on évalue. Maintenant, ça nous amène à identifier et prioriser les goulots d'étranglement. Oui, donc identifier et prioriser les goulots d'étranglement, on vous l'a simplifié en 3 étapes. Donc, la première étape, cartographier le flux de valeur. Vous avez vu un exemple là, un peu précédemment, puis on va l'exploser davantage dans les slides qui suivent. Identifier les fameux bloquants qui ont un impact sur la valeur et finalement, bon, on va vouloir prioriser ces bloquants-là selon l'effort et l'impact. Donc, montrons un peu qu'est-ce que ça a de l'air de cartographier la chaîne de valeur. Donc, ici, on peut voir 5 étapes planifiées en cours à réviser, contrôle de qualité et déploiement. Bien, en fait, on peut voir ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est qu'il y a 2 étapes qui prennent un peu plus de temps que les autres, surtout la première, la phase de planification, et celle de contrôle de qualité. Donc, ces 2 étapes-là ben, vont avoir un grand impact sur notre fameux 6 mois quand on pense à l'exemple de l'entreprise GoNext. Puis, ben, à force de mesurer plusieurs entreprises puis de plusieurs chaînes de valeur, ben, Benjamin et moi, on a conclu qu'il y a souvent des cas qui reviennent. Puis, je suis curieux, Benjamin, dans vos mandats, qu'est-ce que vous voyez le plus souvent? Puis, peut-être partager à nos autres. Ben oui. En fait, c'est souvent lié à 4 items. On va parler de backlog mal découpé, non priorisé. Donc là, dans le fond, c'est de faire le ménage de manière récurrente dans votre backlog pour s'assurer que chaque item a une valeur d'affaires et est découpé de la bonne manière. La deuxième, c'est le nombre d'étapes de contrôle de qualité. J'imagine que vous avez été souvent confronté à des périodes de freeze dans le monde du développement. Pendant 2 semaines, l'équipe de QA s'assure que les données sont là, les systèmes sont bien connectés. Comment est-ce qu'on fait, dans le fond, pour réduire ce temps-là? Ensuite, le temps pour trouver la cause racine d'un incident. Encore une fois, qui n'a pas été dans un war room pendant 2-3 jours pour essayer de trouver une cause racine à un incident de production qui nous amène énormément d'enjeux par rapport à notre client? Et enfin, le dernier, c'est les efforts d'entretien nécessaires pour assurer la stabilité du système. Donc là, on parle des vulnérabilités constamment à corriger, à fixer, donc d'amener des choses qui sont vraiment techniques, mais qui n'amènent pas forcément de la valeur en production. Fait que comment est-ce qu'on assure que ces 4 items-là
sont les plus bloquants, comment est-ce qu'on les adresse pour pouvoir aller plus vite et les transformer en valeur d'affaires. Alors là, je vous amènerai un autre sondage par rapport aux bloquants les plus communs. Si vous êtes disponible à répondre un peu à est-ce que ce sont parmi ceux-ci, parmi d'autres, nous pourrons vérifier après en fonction des votes de chacun. Donc, vous pouvez tourner dans l'outil de vote, puis juste à scroller après le premier sondage, vous allez voir le deuxième sondage. Alors, on en a rajouté un à la fin, là. Aucun tout baigne. Si jamais il y a des personnes qui le votent, on sera curieux avec Jonathan pour savoir si vous avez trouvé la parfaite solution. Ah, tu vois, Jonathan, on se rend vite compte que le backlog atteint des enjeux majeurs. Oui. Backlog, puis le nombre d'étapes de contrôle de qualité. Ouais. Mais aussi, les efforts d'entretien quand même qui est en train de monter dans les votes, la fameuse gestion entre régler des bugs et créer de la valeur, une dualité, un dilemme pas facile à jongler avec. Exactement. Ah, bah, très intéressant. Merci de votre participation. Oui, puis en fait, on va pouvoir bondir là-dessus dans nos exemples. Ce qui nous amène à la suite, en fait, de l'action 3. On était dans vraiment identifier, prioriser nos goulots d'étranglement. Benjamin, peut-être que tu veux expliquer un peu plus c'est quoi la technique pour y arriver. Oui, dans le fond, on n'invente rien. L'objectif, c'est une fois qu'on les a catalogués, c'est de les prioriser, de les identifier en termes de quick win versus les gros refactoring à faire pour revoir notre processus. Là, dans le fond, c'est de les cataloguer sur une carte de négatif, faible, élevé, avec l'impact et la priorisation en termes de flux de valeur. Donc, toujours vous assurer que chaque correction ou chaque ajustement à votre processus amène le moins de bloquants possible. Donc, d'y aller en itération et d'attaquer vraiment les plus légers. Dans le cadre de l'entreprise GoNext, en fait, les grosses itérations dans le backlog, c'est quelque chose qui est un bloquant majeur. On l'a vu une centaine de jours. Puis on avait également à l'étape de QA, donc ce qui cause ça, c'est un processus de validation et d'approbation manuelle. Donc, probablement même une équipe, en fait, qui ne fait même pas partie de l'équipe de développement, peut-être qu'il lui manque certains contextes, puis n'est pas sur la même cadence que l'équipe de développement, donc ajoute un délai à ce niveau-là. Dans le cadre de l'entreprise GoNext, puis pour la suite, on va se concentrer sur le processus de validation et d'approbation manuelle qu'on a sélectionné comme étant notre quick win. Donc, ce qui est à retenir, il faut se concentrer sur les gains rapides, ceux qui ont le moins d'efforts pour le plus de résultats. Dans ce cas-ci, les deux sont vraiment intéressants. Puis, selon les capacités de l'équipe, peut-être que ça serait de s'attaquer au backlog qui est moins priorisé. Mais pour les fins de l'exemple, on a choisi le processus d'approbation manuelle. Donc, vraiment, aussi simple que viser les low-hanging fruit. On veut, à des quick wins, on veut prouver que ça paye de s'améliorer. Exactement. L'action 4, mon action préférée, déterminer les bonnes pratiques. Donc là, on passe en mode solution. On a travaillé sur les bloquants, les mesures, mais regardons maintenant comment travailler ça. Alors, je reviens sur les 4 piliers, développement, outils, façon de travailler, gestion du produit et culture et collaboration. Avec Jonathan, on vous propose, dans le fond, des bonnes pratiques pour chacun de ces piliers-là. Alors, pour développement, outils, forcément, on est en 2025, donc on va parler d'assistant de programmation avec, entre autres, GitHub Copilot. C'est un incontournable dans le monde du développement. Il faut y passer aujourd'hui. Si vous n'y êtes pas passé, poussez cette initiative à l'interne. Ensuite, l'automatisation des déploiements. De plus en plus d'équipes et d'entreprises passent à l'intégration continue. Là, il faut passer à la livraison continue en production pour automatiser ce processus-là. Accélérer les demandes de changement et les revues de code. Aujourd'hui, avec des outils, entre autres comme GitHub ou GitLab, on est capable d'automatiser la revue des revues de code par des assistants qui nous simplifient la vie en termes d'évaluation du changement. Et enfin, le dernier, observabilité des incidents.
Là, c'est de mettre en place une plateforme de surveillance pour être proactif sur les incidents avant que l'incident ne survienne, de voir un peu en termes de faisabilité puis de connexion, qu'est-ce qui ne va pas pour être proactif par rapport à la gestion d'incidents. Ensuite, dans les façons de travailler, on a choisi 3. Découpez le travail en petits morceaux. Concentrez-vous sur la valeur d'affaires. Assurez-vous que vous êtes capable de livrer en moins d'itérations possible de la valeur, ne serait-ce qu'une petite valeur au fur et à mesure. Obtenir la visibilité des flux de valeur, ça, c'est mettre au courant toute l'équipe de livraison, que ce soit les gens d'affaires, les gens de développement, les analystes, le QA, les gens de production, sur l'ensemble des requis de chacun. Tout le monde a des requis, donc c'est de leur faire comprendre que dans le flux de valeur, il y a des requis à chaque niveau et de leur montrer cette visibilité-là. Et enfin, en parlant de requis, intégrer les exigences de qualité, de sécurité, conformité dès le début. Là, on parle beaucoup de shift left, c'est-à-dire de ramener les gens de sécurité, de conformité qui ont des exigences, qui ont des requis le plus tôt possible pour éviter de les frapper au moment soit de la production ou même encore pire, après la production. Ça coûte très cher, donc ramenez-les dès le départ, allez les voir, posez-leur les questions sur quels sont vos requis pour les intégrer dans le backlog et les travailler entre eux, et puis en profiter pour rendre encore plus connaissant les gens du développement et de qualité avec ces requis-là. On voit vraiment un changement là, qui s'est opéré dans les dernières années et qui continue de s'accentuer. C'est que, oui, en tant que développeur, on peut être un contributeur individuel, mais on va vraiment vouloir avoir des gens d'équipe qui connaissent la partie complète, le fameux flux de valeur, donc de travailler ensemble à réduire les délais dans chacune de ces étapes-là. Donc, même chose pour inclure les gens de sécurité plutôt dans l'équipe à la place que ce soit séparé, bien, c'est une autre belle façon de travailler en équipe. Ouais. Si on parle de la gestion du produit, ben, tu l'as un peu mentionné, mais à découper petit, ça va nous permettre de livrer de la valeur en continu. Fait qu'on veut aller au marché le plus vite possible, chercher une rétroaction. Ultimement, la valeur, qui détermine que c'est de la valeur? Ben, c'est les utilisateurs finaux. Puis le fait qu'ils vont utiliser la fonctionnalité. Donc, tant qu'on ne l'a pas mis dans les mains des utilisateurs, on ne peut pas confirmer que c'est de la valeur. On va vouloir travailler la répartition des efforts, donc vraiment de mesurer. On passe combien de temps sur les bugs versus la création de valeur? C'est des fois un signe que la dette technique s'accumule, qu'on a un petit travail à faire côté pratique de qualité, ou peut-être juste le fait qu'on a un système qui est grandissant avec plus d'utilisateurs, on a une certaine historique en place, ben ça nécessite un maintien puis de l'investissement à ce niveau-là. Donc, de connaître la répartition des efforts, ça nous permet de mieux comprendre pourquoi notre cycle de développement ou de création de valeur est plus long. Et finalement, quand on pense à la culture et la collaboration, ben comme on mentionnait dans le cadre de l'entreprise GoNext, ben d'être capable de simplifier le processus d'approbation des changements, de ne pas rendre ça trop complexe avec trop d'étapes ou des intervenants qui sont plus distants de l'équipe. Finalement, ben, ce qu'on veut, c'est de faire confiance aux équipes puis leur donner de l'ownership. Oui, il y a un risque, il y a un incident, mais si l'équipe prend l'ownership de le régler rapidement, l'incident, ben en fait, tout le monde a vécu dans les derniers jours un déploiement sans s'en rendre compte de Google dans son calendrier, puis finalement, il sort un petit bug l'instant de quelques minutes et après ça, c'est réglé. Donc, si on réussit à atteindre que, ben oui, ça va continuer d'exister des petits problèmes, mais qu'on peut les corriger rapidement parce qu'on fait confiance à notre équipe, ben là, on va vraiment avoir atteint l'ownership qu'on souhaite. Donc, comment que ça se représente avec l'entreprise GoNext? Ben, comme je disais, le processus de validation et d'approbation manuelle, on va vouloir vraiment le rendre plus simple. Donc, on va intégrer les exigences de qualité plus tôt puis dans le processus. Donc, on va faire le fameux shift left que Benjamin parlait et on va s'éviter le délai d'une trentaine de journées qu'on parlait un peu plus tôt. Oui, puis c'est fou comme ça. Ça aide les développeurs à comprendre, à aller plus loin que seulement faire du développement, mais comprendre l'ensemble du processus juste avec ces exigences-là. Oui. Le développeur de demain, c'est vraiment un développeur qui va être plus business, en fait, qui va être conscient de plus que sa portion de développer le code, mais en fait de toute cette chaîne de création de valeur-là. Ce qu'on veut que vous retenez par rapport à cette action-là, ben en fait, c'est facile d'avoir plein d'idées, d'initiatives, mais au final, ça marche-tu vraiment? Donc, on vous en a proposé
plusieurs, mais quand on les met en action, ben, en fait, on va vouloir revenir à la règle numéro 1, puis être capable de mesurer l'impact, parce que sinon, ben, à quoi bon le faire? On veut vraiment être capable de dire, bon, ben, à partir de la journée que j'ai installé GitHub Copilot, ça a été quoi l'impact sur ma livraison logicielle? Puis, ben, en fait, c'est important de le surveiller parce que ça pourrait avoir des effets de bord ou des effets non désirés si on ne le mesure pas. Et finalement, notre dernière action, Benjamin, je te passe la parole. Ben oui. Dans le fond, on a mesuré, on a identifié, on met des bonnes pratiques en place, mais si on veut que si on veut que ça dure dans le temps, il faut mettre en œuvre une feuille de route. Une feuille de route, c'est de l'amélioration continue. Donc là, on parle du fameux Plan, Do, Check, Act. Nous, on l'a découpé en 4 parties: planifier, intégrer, mesurer, ajuster. Donc, planifier des objectifs de mise en place des bonnes pratiques au day-to-day avec des objectifs d'entreprise. Intégrer au backlog des actions liées à ces objectifs-là. Par exemple, je veux mettre en place l'assistance au codage. Bon, ben, toutes les équipes doivent le voir. Mesurer chaque équipe selon des indicateurs de performance clés. Est-ce que mon assistant au codage amène des performances au niveau des équipes de développement? Et enfin, ajuster quand on se rend compte que notre backlog est travaillé et qu'on voit des mesures commencer à porter fruit, ou que des équipes ne l'ont pas adapté ou adopté du moins, ben là, je vais ajuster mes pratiques avec des formations, de l'accompagnement, ou même encore utiliser des équipes qui vont automatiser mon processus dans d'autres équipes pour les rendre encore plus performantes. Donc, vraiment important de faire cette roue et d'utiliser une feuille de route à long terme pour actionner ces initiatives. Oui, puis si on regarde en fait la feuille de route appliquée à l'entreprise GoNext, ben, pour l'étape de planifier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré notre chaîne de valeur, on a vu que notre délai de mise en marché était de 6 mois, puis on s'est donné l'objectif de le faire passer à 3 mois. Au niveau d'intégrer les solutions sélectionnées, on a parlé dans l'exemple de simplifier les requis de sécurité, en fait, de les ramener en chiffre left, puis de les amener dans le backlog. Mais on a également sélectionné d'autres initiatives, dont automatiser les déploiements et mettre en place GitHub Copilot. Finalement, ben, pour l'étape de mesurer, ben, ce qu'on va vouloir faire, c'est continuellement regarder notre délai de livraison, est-ce qu'il s'améliore? Puis finalement, le fameux tableau de productivité des équipes, ben, de le suivre en continu également pour recueillir le feedback et de voir est-ce que finalement les équipes qui sont plus performantes, on peut s'en servir comme exemple pour les équipes moins performantes, puis les aider à se mettre à niveau, standardiser nos pratiques finalement dans l'organisation. Et pour la dernière étape, qui est d'ajuster, ben, naturellement, on n'a pas une boule de cristal, on ne devinera pas parfaitement le plan dès le début, donc on va vouloir réajuster notre stratégie, mettre à jour la feuille de route, puis finalement démontrer le ROI de ce qu'on est en train de faire. Moi, ce que j'aime de l'équipe de GoLogic et de ton discours, Benjamin, c'est que la feuille de route que tu proposes, elle est actionnable dès la prochaine itération. Donc, on est vraiment dans le concret. On n'est pas dans une longue planification qui va être statique puis qui va rester tablettée. On est dans l'action, puis on se permet de la réviser continuellement, puis d'appliquer finalement les changements au fur et à mesure. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, avec les sprints, les PI planning, si vous êtes en safe, ça permet d'intégrer ces changements-là au fur et à mesure et donner de la visibilité à des choses qui sont non fonctionnelles, mais qui vont prouver que l'équipe va être plus performante. Si il y a quelque chose à retenir en fait de cette action-là, ben c'est si on peut pas le démontrer, on peut pas démontrer l'impact, ben ce n'est que du bruit. Il y a tellement, l'informatique, c'est tellement un domaine complexe, il y a tellement d'opportunités, d'outils, des choses à mettre en place. D'en sélectionner quelques-uns, d'être conscient à quel moment qu'on les sélectionne, puis de vraiment mesurer à partir de où qu'on part, puis où est-ce qu'on veut se rendre. Et si on a un réel retour sur investissement, ben c'est là que ça justifie l'investissement puis le choix de cette initiative-là. D'ailleurs, en fait, on vous a concocté un petit tableau qui explique l'impact que ça a pour l'entreprise GoNext, par exemple, de passer d'un délai de mise en marché de 6 mois à 3 mois. Si on prend, par exemple,
un coût moyen par employé à temps plein de 100 000 par année, puis que notre nombre de développeurs est de 38 développeurs avec un grand D, disons, là, dont incluons designer, product owner, Scrum Master et tout. En réduisant le délai de mise en marché, ce qu'on vient se débloquer, c'est un débit supplémentaire, donc une capacité de livrer plus de valeur. Donc, le temps qu'on a sauvé dans tous les délais et que dans le temps perdu peut-être dans les bugs ou les étapes qui prenaient trop de temps, on va pouvoir le réinvestir dans de la valeur. Donc, ce que ça génère, c'est un débit supplémentaire de 100%. Donc, c'est l'équivalent de doubler l'équipe littéralement. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point c'est puissant. Nous, ce qu'on a vécu avec certains clients, ça a été justement exactement ce scénario-là qu'on a pu atteindre en moins de 3 mois. Donc, c'est possible de réduire le délai de mise en marché drastiquement. Il y a une grande perte qui provient de certains délais finalement qui ne sont pas visibles, mais qu'on peut rendre visibles et qu'on peut s'attaquer facilement. Oui, puis Jonathan, j'ajouterais aussi que ça va donner de la visibilité aux équipes de développement au niveau des gens d'affaires pour prouver que les équipes de développement sont là pour amener de la valeur d'affaires, amener de la productivité et se rendre encore plus concurrentiels sur le marché, dans le fond. Oui, vraiment. On veut briser des discours tels que on le sait, quand on a une idée, ça prend 1 an qu'elle voit le jour. On veut ramener ça à ça prend un quart de business qui est là, beaucoup plus tangible, beaucoup plus plaisant pour autant, je veux dire, les gens d'affaires qui attendent après cette fonctionnalité-là, que les développeurs qui, eux, leur payent au bout de la ligne, là, c'est de voir le fruit de leur travail être utilisé, être mis dans les mains des utilisateurs finalement. Oui, tout à fait. Donc, tout le monde, il gagne à ça. Puis, ultimement, ça améliore la satisfaction client. On va livrer plus de valeur en continu. Si on revient un peu avec toutes nos actions qu'on vous a summarisées ici et qu'on souhaite vous partager pour que vous reteniez. En fait, l'action numéro 1, mesurer votre cycle de développement. La règle d'or, c'est quand on se mesure, on s'améliore. Au niveau de l'action 2, lorsqu'on regardait notre fameux tableau heatmap avec les différentes couleurs, d'évaluer la productivité de vos équipes, c'est payant. En fait, l'élément à retenir, c'est que des équipes qui sont alignées et qui ont une certaine constance, ça va générer de la performance. Ensuite de ça, on avait à l'action 3 où on souhaitait vraiment regarder la chaîne de valeur puis d'identifier, hiérarchiser les bloquants de cette chaîne de valeur-là. Dans tout ça, il y aurait plein de choses qu'on voudrait attaquer, mais pour commencer, on va vouloir commencer petit, on va vouloir se concentrer sur des gains rapides, puis de finalement prouver le ROI de s'améliorer. L'action numéro 4, qui est la préférée de Benjamin, où on a la chance enfin d'appliquer des bonnes pratiques puis de mettre en place des solutions bien choisies en fonction des problèmes qu'on a ciblés. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces solutions-là, si on ne les mesure pas, on n'est pas capable de voir combien que ça contribue à l'objectif initial, c'est peut-être pas les bonnes. Donc, vraiment garder en tête l'objectif initial. Et finalement, l'action 5, la feuille de route qui est applicable dès la prochaine itération puis qui s'ajuste continuellement, celle-ci, ce qu'on va souhaiter, c'est d'avoir des initiatives qui ont un impact mesurable qui, finalement, on met de côté les distractions si jamais ça n'a pas d'impact. Et Jonathan, j'ajouterais, on en parlait là, qu'aujourd'hui, il faut mesurer. Dans le monde des technologies, on en est là. Si on regarde les autres industries, que ce soit le militaire, l'aviation, le manufacturier, il y a des métriques partout, à chaque niveau. Je pense qu'au niveau technologique, on a pris un peu de retard à ce niveau-là parce que les systèmes sont complexes, puis on standardisait moins qu'avant, mais je pense qu'au niveau de l'industrie, il faut y passer et que des outils comme Axify prennent vraiment de l'ampleur à ce niveau-là. Oui, effectivement. Puis, tu as parlé de plein de domaines qui sont mesurés depuis longtemps. Puis, si on fait juste regarder à l'intérieur d'une entreprise, les différents départements, le marketing, les ventes, les opérations, les RH, il existe déjà plein d'outils, plein de KPI. Tout le monde
report à un comité de direction avec quelque chose qui est compris et connu par tout le monde. Alors, pourquoi les TI en feraient exception? On pense que commencer avec la mesure du temps de livraison de vos projets, de vos équipes, c'est un bon premier pas assez facile que tout le monde comprend, mais qui est donc important, en fait, de garder en tête. Et que ça résume, puis ça met fin, en fait, au contenu qu'on avait à vous présenter. Ce qu'on a aussi également à vous présenter, Benjamin. Oui, dans le fond, ça met fin au webinaire. J'espère que vous avez aimé. Là, on va passer aux périodes des questions. On voulait aussi vous offrir, avec Jonathan et avec Axify et GoLogic, une possibilité d'avoir 1 heure de consultation avec nos spécialistes de livraison logicielle. Donc, 1 heure, c'est une analyse détaillée avec des métriques de performance et des recommandations adaptées à vos objectifs d'affaires. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code qui est sur la page pour pouvoir accéder au formulaire et nous contacter par la suite. Merci tout le monde. Et puis, on peut passer aux périodes des questions, Jonathan? Ben oui, un grand merci tout le monde. D'ailleurs, il y en a eu il y a plusieurs pendant qu'on parlait. Fait qu'on peut les regarder puis se les lancer selon laquelle qui nous parle le plus, Benjamin. Parfait. Voulez-vous que je vous lise un peu les questions des... oui, parfait. Et puis, vous pouvez voter pour les questions si jamais vous voulez qu'on en prenne une plus pertinente que d'autres. Oui. On avait quelqu'un d'anonyme qui nous mentionnait, ça prend combien de temps pour voir des données sur le score de la productivité? C'est une question qui avait été posée au tout début. Oui, très bonne question. En fait, dès qu'on branche l'outil, c'est assez rapide. Là. Dans les premières minutes, on a de la visibilité. Mais à mesure que le temps va avancer, on va pouvoir encore plus préciser puis renforcer chacun des points. Donc, la réponse courte, c'est très rapide. La réponse plus longue, c'est pour avoir de l'information encore plus précise. Là, il y a un certain temps que les données se cumulent, les habitudes de travail. Ce qui est le fun avec les outils que vous utilisez, Azure DevOps, Jira, GitLab, tous ces outils-là ont une certaine historique qui est conservée. Donc, on peut revenir dans le temps de plusieurs mois, voire années, au niveau de certaines métriques qui permettent de justement déterminer le score de productivité qu'on vous a partagé. J'espère que ça répond bien à la question. C'est une question anonyme, donc on ne pourra pas savoir si ça répond bien. On avait une autre question d'un ou d'une spectatrice anonyme. Des conseils pour la gestion du changement? La gestion du changement, c'est l'intégration. Dans le fond, c'est l'amélioration continue. C'est là le fameux Plan, Do, Check, Act, de s'assurer que chaque initiative est cataloguée et planifiée. Et surtout, je vous dirais, on le voit de plus en plus, l'adoption des outils, s'assurer que les gens ont bien compris comment bien utiliser les outils de développement. Est-ce que j'ai de la visibilité sur l'ensemble de ma chaîne de valeur? Ça, c'est très important. Et s'assurer que l'ensemble des équipes comprennent le retour sur investissement de chaque action. C'est vraiment important pour éviter de travailler sur du non visible ou du non fonctionnel qui va finalement amener peu de valeur à l'entreprise. Ouais, si je peux ajouter à ça, je me souviens là, de qu'est-ce qui a porté fruit et qui a donné beaucoup de succès dans le cadre de ce qu'on a fait chez BDC. Ça a parti du leadership. Là, donc, plusieurs VP qui se sont alignés sur le désir de vouloir mesurer le temps de livraison puis de faire un kick-off où ce qu'on sent que finalement la haute direction appuie ce même désir-là de s'améliorer. Donc, l'alignement qui va partir d'en haut, mais qui va permettre des initiatives bottom-up, c'est vraiment ça que j'ai vu chez certains clients qui a fait une grande différence dans la gestion du changement. Donc, de partager ce même désir-là puis de le communiquer, ça passe par du bon leadership également. Merci. On a David Lagacé de Vidéotron. Par quelle métrique devrait-on commencer? Oui, si j'ai tendance à commencer par le deployment frequency pour donner une idée de la vélocité. Dave, moi, je peux en parler, Jonathan, si tu veux. Ben oui.
En fait, la fréquence de déploiement, oui, c'est intéressant, mais attention, car chaque équipe n'a pas forcément le besoin de déployer de manière fréquente. Ça, on s'en rend compte. Des applications plus front-end vont vouloir déployer régulièrement, mais des applications plus back-end de traitement de données vont déployer moins fréquemment. Fait qu'attention de ne pas comparer les équipes entre elles. Le temps de livraison est très intéressant, comme on l'a dit dans la présentation, parce que ça permet d'avoir une mesure qui est compréhensible par tout le monde, de bout en bout. Fait que commencer très haut niveau pour comprendre l'ensemble, puis après ça, rentrer dans les équipes pour déterminer d'autres mesures. Jonathan, tu voulais ajouter En fait, je pense que ce que je peux compléter, c'est que effectivement, en début, on commence par le temps de livraison. Puis, le deployment frequency, c'est une des Dora Metrics. Il y en a 4. Donc, si on est un peu plus avancé, de regarder les 4. Là. Donc, c'est bien de regarder les 4 parce que, en fait, on va vouloir regarder, oui, la vitesse, mais aussi la qualité. Puis, il y a 2 métriques de vitesse, 2 de qualité. Donc, de cette manière-là, on peut s'assurer vraiment là, que on est efficient globalement, holistiquement. Pour ceux qui sont curieux, les Dora Metrics, c'est encore une fois l'étude que j'ai montrée au début, là, le State of DevOps. En fait, il y a 4 métriques qui ressortent de ça. Donc, c'est ce qui permet de déterminer les équipes de basse performance à les équipes plus élites. Donc, c'est aussi de l'information qui est disponible dans XFI quand on décide de creuser. Surtout, ce qui va intéresser ces métriques-là, c'est les gestionnaires de livraison, par exemple, les team leads qui vont vouloir mesurer ça. J'espère que ça répond à ta question, David. Merci. On a une autre question de Karim Noël de Promutuelle Assurance. Les données historiques peuvent être un défi en soi. Comment vous faites pour filtrer, nettoyer ces données pour faciliter l'exploitation et avoir de bonnes mesures? Ouais, très bonne question. Je me lance ou tu te lances, Benjamin? Vas-y, Jonathan, avec Xify. Oui, le fameux défi de commencer à se mesurer, mais aussi le premier gain. C'est-à-dire que la première fois qu'on se mesure, des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a des choses qui ont traîné dans le backlog, il y a des choses qu'on a moins bien entretenues. Puis là, on trouve que ça ne reflète pas nécessairement la réalité. Donc, premier constat qui est intéressant, c'est de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus rigoureux dans nos pratiques pour justement que l'information soit encore plus précise dans le futur. Dans XFI, c'est possible de creuser dans les différents axes, autant dans le processus que l'axe technique, pour trouver en fait des éléments peut-être d'aberration puis tout ça, puis les exclure. Donc, c'est un travail en soi d'y aller. Sinon, c'est de se concentrer sur la suite. À partir du moment où on a pris notre photo, puis on s'est dit, aujourd'hui, on commence à se mesurer. On souhaite que la suite reflète mieux la réalité. Donc, on va mettre en place les actions nécessaires pour ça. Ouais, puis je pense aussi, c'est beaucoup sur la standardisation. Les fameux piliers, ça standardise les manières d'évaluer. Les mesures permettent d'identifier comment les calculs se font. Fait que c'est vraiment de standardiser les pratiques dans toutes les équipes. Peu importe ce que livre l'équipe, la mesure reste la même. Oui, ça, c'est vraiment l'élément qui est répandu en ce moment dans le marché. C'est autant pour une entreprise qui a des équipes performantes qu'une entreprise qui souhaite mettre à niveau ses équipes. Le désir de standardiser. Oui, on veut de l'autonomie pour chacune des équipes, mais en même temps, on veut une certaine cohérence également dans la façon de travailler parce que ça se peut qu'il va y avoir des changements ou que les équipes vont devoir travailler entre elles. Donc, d'être capable de standardiser, c'est une des actions là, qu'on voit souvent chez nos clients. C'est d'ailleurs pourquoi on a mis au point le fameux tableau qu'on vous a montré avec le heatmap des équipes. Le but, c'était de rendre très visible rapidement la disparité entre les équipes, finalement. Oui, puis Jonathan, ça me fait penser à quelque chose. Là. On a eu des cas où on se concentre sur un produit en cours de développement. Donc là, l'équipe est très performante. Puis au bout de 6 mois, on démantèle l'équipe ou on la change parce que le produit devient plus sur le back burner. C'est là que les métriques doivent rester performantes, même si on change les gens à l'intérieur. Fait que ça, c'est vraiment important aussi de le voir dans le temps.
Ouais. Et de s'assurer que si les performances descendent, bon, il faut prendre action par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Ouais, puis encore une fois, il faut être vigilant. Comme tu as dit tantôt, c'est difficile de comparer une équipe à l'autre, mais on peut justement être soucieux de les changements dans les équipes, les ajouts de personnes. À partir d'un certain moment, est-ce que finalement on sent qu'on gagne en productivité ou finalement on ralentit? Donc, ça peut être des indicateurs très intéressants à suivre. Merci. On a une prochaine question de Lynn Morissette. Comment on peut s'assurer que le code est figé pour le déploiement et que chacun a bien fait son QA avant de pousser le code? Wow, très intéressant. Comment est-ce qu'on l'attaque celle-là? Dans le fond, c'est de regarder les requis de qualité le plus tôt possible, je pense. Et aussi, là, je vous dirais de commencer à amener de l'intelligence artificielle pour faire de la révision sur vos changements. L'intelligence artificielle, ce qu'elle fait, c'est qu'au niveau des pull requests que vous allez donner, elle va vous analyser, dans le fond, plus rapidement et plus facilement le code et vous proposer des changements, des modifications qui n'auraient pas été visibles à l'œil humain. Et l'importance des pull requests, l'importance d'avoir des gens qui révisent le code, que ce soit des gens d'assurance qualité, de sécurité, pour s'assurer que chaque changement a un impact mineur sur la mise en production. Si on revient au DORA Metrics, on va vouloir mesurer également les incidents. Donc, si on réussit à faire le fameux shift left, donner plus tôt, faire plus de meilleures pratiques de qualité, des meilleurs tests automatisés, on va donner plus de confiance aux équipes. Oui, il va y avoir des incidents, mais on va pouvoir les régler plus rapidement. Et en fait, on va vouloir le mesurer. Donc, avec le temps, certains incidents ont créé certaines craintes ou enjeux, puis ça a ajouté des étapes de contrôle. Tranquillement, pas vite, si on sent là, que même si j'élimine certaines étapes qui sont plus tard dans le processus et que je maintiens un niveau d'incident sensiblement pareil, peut-être que c'est parce que finalement, je peux donner un peu plus de corde et de confiance à mes équipes, là, puis qu'ils font du bon travail. Puis ça ramène aussi au découpage du backlog. Plus on travaille en petits lots, moins l'impact en prod est grande. Donc, Exact. si on découpe, ça permet aussi d'évaluer mieux les changements. Oui, ça, c'est un excellent point, effectivement, de découper petit, c'est la clé. On a une autre excellente question, je pense, qui est rentrée, je ne sais pas si on a encore le temps, qui est comment ça se passe avec les entreprises, cette standardisation dont vous parlez? Ah, ça, c'est intéressant. Je pense que dans tous nos clients communs, Jonathan, il y a des initiatives de mesure ou de métriques à essayer de mettre des bases de données, de collecter les datas. Dans le fond, c'est d'utiliser des outils comme Axify et également des services professionnels pour vous aider à définir les métriques, de les standardiser et de les développer, de démontrer, dans le fond, à la haute direction les avantages et ensuite de les faire redescendre dans les équipes. C'est exactement le cas que Jonathan a expliqué avec la BDC et c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment important de standardiser les choses et que chacun comprenne pourquoi on les standardise et pourquoi on veut mesurer. Ouais. Puis, une chose que vous faites bien, Benjamin, c'est que justement, vous avec le tableau qu'on a présenté précédemment, on est capable d'avoir d'un premier coup d'œil les équipes qui sont plus matures. Puis, je sais que vous avez des techniques pour se servir de ces équipes-là comme exemple pour les autres équipes, en fait, puis de propager les bonnes pratiques à travers ces équipes-là qui sont exemplaires, disons. Puis, ça, c'est un volet. Puis, dans le produit également, il est bâti pour des grandes organisations, c'est-à-dire que vous allez avoir une vue très haut niveau organisationnel qui va parler à un CIO. Mais après ça, vous allez pouvoir contextualiser selon les lignes d'affaires, bâtir vos groupes et également selon les équipes, les projets, se rendre plus précis. Donc, d'avoir une visibilité pour chacun des groupes, puis après ça, de rendre imputable les directeurs de livraison de chacun de ces groupes-là, en fait, de ces changements-là ou de ce désir de se mesurer-là, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Oui, vraiment important. Bon, 56, je pense que... Oui, on a pas mal fait le tour. S'il reste encore des questions, n'hésitez pas à réserver une rencontre. Peut-être qu'on peut remettre le code QR à l'écran. Merci. N'hésitez pas à vous connecter avec Jonathan Lessard et Benjamin Lallemand sur LinkedIn.
à entrer en communication avec eux aussi. On vous remercie vraiment d'avoir participé en grand nombre. La présentation et l'enregistrement vous seront envoyés dans les prochains jours. Et je pense, Jonathan et Benjamin, qu'on va se donner rendez-vous pour une prochaine collaboration entre Axify et GoLogic très prochainement. Oui, c'était un Avec plaisir, plaisir. Benjamin, de faire ce webinaire-là avec toi. J'espère que ça vous a aidé, éclairé, puis que c'est quelque chose de très concret que vous allez pouvoir mettre en action dès les prochains jours, aux prochaines semaines. Ouais, c'était vraiment notre enjeu, vous amener des choses concrètes à amener chez vous directement. Donc, merci à tous. Merci. Merci. Au revoir.